Bonjour. Maintenant, nous allons étudier le galvanomètre à cadre mobile. Ce chapitre met en évidence les qualités d'un appareil de mesure électrique, le galvanomètre à cadre mobile. Mais avant de considérer ces qualités, nous allons présenter la théorie générale de cet appareil de mesure. Notons qu'un grand nombre d'appareils à cadre peuvent être traités de la même façon, à savoir l'ampèremètre, le voltmètre, l'ohmmètre et le wattmètre. Ces appareils de mesure peuvent être regroupés dans un seul appareil, le multimètre. Pour ces appareils de mesure, les fils de torsion sont remplacés par des ressorts en spirale. Le galvanomètre à cadre mobile est constitué par une bobine rectangulaire caractérisée par une longueur B, une largeur A et un nombre de spires N. Cette bobine est suspendue par deux fils de torsion, comme cela est indiqué sur cette figure. Ces deux fils de torsion, tendus en dessous et au-dessus du cadre, assurent un triple rôle. Support du cadre, amener du courant électrique, réaction mécanique qui s'oppose à la rotation du cadre. Ce cadre peut se tourner autour de l'axe ZZ' dans un champ magnétique B radial créé par un aimant permanent en fer à cheval. Un système optique comprenant un miroir concave solidaire à un fil de suspension permet de repérer les déviations du cadre. Le mouvement du cadre par rapport à l'axe ZZ' est donné par l'équation suivante. J d carré θ sur dt carré égale à la sommation des moments des forces. Lorsque le cadre est parcouru par un courant électrique I, il est soumis à l'action d'un couple moteur, gamma M. Le cadre est maintenu en haut et en bas Donc, le cadre est maintenu en haut et en bas par un ruban tissé, incluant les fils conducteurs du cadre. Quand le cadre est en mouvement, il subit par la torsion des fils de suspension un couple donné par gamma C égale à moins C θ. Dans notre cas, nous allons supposer que les frottements secs mécaniques sont négligeables. Seuls seront pris en compte les frottements visqueux dus à l'air et qui représentent un couple équivalent proportionnel à la vitesse angulaire dθ sur dt. Ce couple est donné par la relation moins f dθ sur dt. Donc, concernant le moment moteur gamma M, par définition, c'est la sommation des moments des forces F et F'. On remarque que le moment de la force F et le moment de la force F' sont égaux. Donc, moment de F égale à moment de F'. Donc, le moment moteur devient 2 fois le moment d'une force F. Cette force, elle est donnée par la relation suivante. dF égale à I dL vectoriel B. dF, c'est-à-dire la force agissant sur un élément de longueur dL. Donc, le module de dF, ça sera I fois dL fois B fois sinus l'angle entre dL et B. L'angle entre dL et B, c'est pi sur 2. Donc, sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, dF égale à I dL fois B. Par intégration, on obtient la force totale F qui est égale à I fois grand B. B, c'est-à-dire sur toute la longueur.
Donc, ça sera B. Donc, le moment de F, par définition, c'est le produit vectoriel des deux vecteurs OM et F. Donc, OM représente la distance entre l'axe de rotation Z et le point et la force, et le point M. Donc, le moment de la force, ça sera le module de OM fois le module de F fois sinus l'angle entre OM et F. L'angle entre OM et F, c'est pi sur 2. Donc, sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, le moment de F, c'est OM fois F fois 1. OM est égal à A sur 2. Et F est égal à I fois B fois grand B. Donc, le moment moteur pour une spire, il est égal à AB fois grand B fois I. Tel que AB représente une surface S, donc le moment moteur prend la forme gamma M égale à S fois grand B fois I. Donc ça, c'est pour une spire. Pour n spire, il faut juste multiplier par grand N. Donc NSB fois I. Le NSB représente le flux phi 0. Donc la relation précédente prend la forme suivante. J d carré θ sur dt carré plus f dθ sur dt plus cθ égale à phi 0 i. Tel que θ, c'est l'angle de rotation du cadre, le J, le moment d'inertie, F, la constante de frottement, C, la constante de torsion du fil, phi 0, la constante de flux du galvanomètre, I de T, la valeur instantanée du courant, le grand B, le champ magnétique, grand S, la surface du cadre, et N, le nombre de spires du cadre. Le cadre est fermé sur une résistance pure et la résistance totale du circuit est grand R. Si ce courant est créé par une source de force électromotrice grand E, la loi d'Émaille permet d'écrire E égale à RI plus L dI sur dt plus phi 0 dθ sur dt, où les grandeurs physiques grand R et grand L représentent respectivement la résistance et l'inductance de l'ensemble du circuit, cadre et circuit extérieur. Le terme moins phi 0 dθ sur dt représente la force électromotrice induite dans le cadre par suite de son mouvement dans le champ d'induction magnétique B. En combinant les deux équations précédentes, on obtient l'équation différentielle suivante. J d carré θ sur dt carré plus F plus phi 0 carré sur R dθ sur dt plus cθ égale à phi 0 E sur R. Cette équation différentielle du deuxième ordre à coefficient constant régit le mouvement du cadre. Dans cette équation, nous avons négligé le terme du troisième ordre, car l'inductance L du circuit est faible. On pose lambda égale 1 sur 2J F plus phi 0 carré sur R. Ça représente le coefficient d'amortissement. Et le oméga 0, la racine de C sur J, qui représente la pulsation propre. Dans ces deux grandeurs ont pour unité le radian par seconde. Le courant imposé est nul et le galvanomètre est fermé sur une résistance extérieure variable. D'autre part, le cadre est dévié d'un angle θ0, puis abonné son vitesse initiale dans le cadre. L'équation précédente prend la forme suivante. d carré θ sur dt carré plus
plus 2 lambda dθ sur dt plus oméga 0 carré θ égale à 0. C'est-à-dire, on se place dans le cas du mouvement libre, c'est-à-dire son second membre. Donc, on distingue 3 mouvements, ou bien 3 régimes. On se place dans le cas du mouvement libre, c'est-à-dire on distingue 3 régimes. Le régime apériodique, le régime critique et le régime périodique. Donc, concernant le régime apériodique, la solution de l'équation différentielle, elle est donnée par la première relation. Les constantes d'intégration A et B sont déterminées à partir des conditions initiales. Compte tenu de ces conditions initiales, donc nous trouvons les expressions de A et B. La déviation de l'équation précédente permet d'aboutir à la vitesse angulaire du cadre. Elle est donnée par la deuxième relation en rouge. Une deuxième dérivation permet d'accélérer à l'accélération angulaire du cadre mobile. Cette accélération est donnée par la troisième relation. Les figures suivantes schématisent les variations temporaires de grandeur, θ de t, la vitesse angulaire θ point de t et l'accélération angulaire θ de point de t. De même, pour le régime critique, on a lambda égale à oméga 0. On obtient ces 3 relations avec les courbes correspondantes. Pour le régime sinusoïdal amorti, c'est-à-dire lambda inférieur à oméga 0, θ est donné par la première relation, θ la vitesse angulaire par la deuxième relation et l'accélération angulaire par la troisième relation. Les courbes correspondantes sont données par ce diapo. Donc, il en découle de figures précédentes et de l'équation précédente que le cadre effectue un mouvement oscillatoire amorti, sinusoïde comprise entre 2 exponentielles. C'est une sinusoïde comprise entre 2 exponentielles, comme l'indique la figure suivante. D'accord? Là, il nous manque une autre exponentielle. Et je vous remercie pour votre attention.